بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous allons commencer la deuxième partie de notre leçon, comment les sols évoluent-ils. Donc, comme nous le disons, nous avons articulé cette leçon autour de deux hypothèses. La première hypothèse, les sols évoluent-ils par changement d'épaisseur. Ensuite, il nous reste la deuxième hypothèse qui est l'évolution des sols est-elle accompagnée de certains phénomènes. À partir de l'exploitation du document, nous voyons que il y a des phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes de migration ascendante et de migration descendante des minéraux dans le sol. Et ces migrations-là donnent lieu à des phénomènes tels que le lessivage, la lixiviation, la chéléviation. Je reprends. Les migrations au niveau du sol, il y en a de deux types. Il y a des migrations descendantes, par exemple l'infiltration. Il y a des migrations ascendantes, par exemple l'évaporation. Et ces migrations-là donnent lieu à des phénomènes tels que le lessivage, la lixiviation, la chéléviation. Comment expliquer ces résultats? D'abord, que tous ces mouvements-là sont dus au mouvement de l'eau dans le sol. Et l'eau, dans ces mouvements, entraîne les éléments minéraux. Et ces mouvements-là peuvent être descendants comme ascendants. Donc, dans le sol, les mouvements de l'eau, soit vers le bas, soit vers le haut, entraînent le déplacement des éléments minéraux et des éléments organiques. Ces déplacements-là sont appelés migrations. On parlera de migration ascendante lorsque les éléments sont déplacés du bas vers le haut dans le sol. Et on parlera de migration descendante dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les éléments sont déplacés du haut vers le bas. Ces migrations donnent lieu à certains phénomènes qui sont le lessivage, la lixiviation, la formation de cuirasses. Que cachent ces expressions? Tout simplement que lorsqu'il pleut, l'eau entraîne les particules solides et les éléments minéraux vers le bas. Il s'agit bien de migration descendante. Le déplacement vers le bas des particules solides telles que l'argile, l'humus est appelé lessivage. Je reprends. Le déplacement vers le bas des particules solides telles que l'argile, l'humus est appelé lessivage. On parlera de lixiviation lorsque les sels minéraux se déplacent vers le bas. Donc, la différence entre la lixiviation et le lessivage, c'est des particules. On parle de lessivage lorsque la descente concerne l'argile, l'humus. Tandis que on parle de lixiviation lorsqu'il s'agit des éléments minéraux. Quant à la chéléviation, c'est le déplacement vers le bas du complexe organométallique formé de cations lourds à l'état de complexe. La chéléviation est le déplacement, c'est-à-dire une évacuation vers le bas du complexe organométallique formé ou de cations lourds. Lorsqu'il fait chaud, c'est-à-dire à forte température, il se produit une remontée d'eau et de substances dissoutes. Cette remontée-là est appelée migration ascendante.
l'eau s'évapore alors que les sels minéraux s'accumulent à la surface. Et l'accumulation de ces sels minéraux à la surface va donner lieu à leur cristallisation et ces sels minéraux vont durcir pour former les cuirasses. Je reprends. L'eau s'évapore alors que les sels minéraux qui vont s'accumuler à la surface vont cristalliser. Cristalliser, c'est-à-dire vont venir durs. Vous voyez, par exemple, prenez le cas de la bougie. Quand vous allumez une bougie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un liquide qui descend. Celui qui descend va se cristalliser. Ça se forme. Donc pas de cristallisation. Ce sera la même chose quand vous avez vu en classe de 4e également le magma. Le magma se trouve dans les profondeurs de l'écorce terrestre. Lorsqu'il remonte, il traverse les différentes couches. Et du haut vers le bas, on constate que il y a refroidissement. Les couches se refroidissent. Donc le refroidissement du magma donne lieu à sa cristallisation. Donc l'accumulation de ces minéraux à la surface donne lieu à leur cristallisation et ils vont durcir pour former des cuirasses. En conclusion, nous allons retenir tout simplement que dans un sol jeune, les différents mouvements de l'eau entraînent des migrations des éléments minéraux et organiques. Et ces migrations-là sont à l'origine de divers phénomènes qui sont le lessivage, la lixiviation, ainsi que la chéléviation et enfin la formation de cuirasses. Ces phénomènes cités n'ont-ils pas d'impact sur la productivité du sol? Ce sera notre réponse dans cette dernière partie. À partir de la comparaison entre deux sols, nous allons voir ensemble les 4 paramètres, c'est-à-dire la texture, la structure, l'activité biologique et le rendement. Ces paramètres seront mesurés au niveau de deux sols, sol A, sol B. Nous allons retenir simplement que, selon le tableau, les caractéristiques de ces deux sols-là sont différentes. Il est évident, on voit bien que le sol A a une texture déséquilibrée, alors que chez le sol B, la texture est équilibrée. La structure est compacte ou particulière chez le sol A, alors que chez le sol B, la structure elle est grumeleuse. Ça vous rappelle un terme que nous avons vu lors de la dernière leçon. Ensuite, l'activité biologique. Nous avons une bonne activité biologique au niveau du sol B, alors que dans le sol A, l'activité biologique est quasiment absente ou faible. Il y a un grand indicateur qui est donné par le rendement. On voit bien que le rendement du sol B est élevé, alors que le sol A, le rendement est faible. Quelle lecture faire de ce tableau? On note simplement que les caractéristiques de ces deux sols sont différentes. Le sol B a une texture équilibrée, une structure grumeleuse, un rendement élevé et l'activité biologique y est développée. Les caractéristiques du sol A sont exclusivement ou totalement contraires à celles du sol B. Comment expliquer ces résultats? On note simplement que le sol B a un rendement élevé, tout simplement parce que ce sol-là a une texture équilibrée. Mais que cache le mot équilibré? Le mot texture équilibrée signifie simplement que on a les éléments minéraux sont en quasiment la même quantité, c'est-à-dire environ 30% de sable, 30% de limon, 30% d'argile et puis quelques éléments grossiers qui vont recouvrir les autres 10% qui vont rester. Donc ce sol B là a une structure équilibrée, une structure grumeleuse, l'activité des microbiologistes, des micro-organismes y est développée. Ce sol-là offre une bonne aération du sol. Il est riche en ions échangeables et en matière organique. Il est également profond, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité par une cuirasse. Également, l'humidité y est modérée et on a un pH qui est convenable aux cultures.
ce type de sol est évidemment le genre que tout le monde recherche, c'est-à-dire c'est un sol qui est propice aux différentes cultures. On parlera en ce moment-là de sol fertile. Tout sol qui n'a pas les caractéristiques d'un sol fertile est évidemment un sol infertile. Donc, ces paramètres-là sont importants dans le choix des sols arabes, des sols cultivables que nous allons rechercher. Et en conclusion, nous dirons tout simplement que un sol fertile possède les caractéristiques suivantes: de bonnes propriétés physiques, de bonnes propriétés chimiques, de bonnes propriétés biologiques. Je vais m'appesantir sur deux éléments ici. Les propriétés physiques, on va parler le volet de l'aération, l'humidité et la facilité de travail de ce sol-là. Au niveau du paramètre biologique, il s'agit tout simplement de l'activité des micro-organismes, les vers de terre. Mais qu'est-ce que un micro-organisme? Ce sont les organismes qui sont infiniment petits, visibles ou invisibles à l'œil nu. Donc, vous voyez qu'à travers cette leçon-là, ces éléments-là sont importants pour la survie de nos sols. Lorsque ces propriétés suscitées sont modifiées, en ce moment, le sol va perdre sa fertilité. Cette perte de fertilité constitue l'appauvrissement du sol. En conclusion, nous allons retenir simplement que les sols se forment progressivement et par étapes. Une fois qu'ils sont formés, ces sols-là évoluent. Cette évolution peut être progressive ou régressive. Et au cours de leur évolution, les sols sont soumis à plusieurs phénomènes. Donc voilà l'essentiel de ce que vous devez retenir. Allons passer de la compréhension. Et comme d'habitude, je vais vous poser deux questions afin de pouvoir mettre fin à ce cours. Énumérer les caractéristiques d'un sol fertile. Première question. Énumérer les caractéristiques d'un sol fertile. Deuxième question. Les mouvements de l'eau dans le sol donnent lieu à des phénomènes. Citez ces phénomènes. Précisément, citez deux parmi ceux que nous avons utilisés dans le cours. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.